3. De l'ordonnance du comté. Le comté était divisé en 4 districts, les quartiers précédemment mentionnés, nord, sud, est et ouest, et eux-mêmes ont un certain nombre de domaines ancestraux qui portaient encore le nom d'anciennes familles influentes. Même si, autant de cette histoire, ces noms n'étaient plus désormais confinés à leurs domaines respectifs. Presque tous les Touks vivaient encore dans le pays de Touks, ce qui n'était pas le cas de bien d'autres familles, telles les Bezac ou les Beaufines. À l'extérieur des quartiers se trouvaient les marches orientales et occidentales. Le pays de Bouc est la marche de l'ouest rattachée au comté en 1452 du comput du comté. Le comté à cette époque n'avait pour ainsi dire aucun gouvernement. Le plus souvent, les familles géraient leurs propres affaires. Produire leur nourriture et la consommer occupait le plus clair de leur temps. Pour le reste, ils avaient coutume d'être généreux, et non pas cupides, mais mesurés et contents de leur sort, de sorte que les terres, les fermes, les ateliers et les petits métiers avaient tendance à demeurer inchangés pendant des générations. Ils conservaient bien entendu cette tradition ancienne concernant le grand roi de Fornost, ou Norferté comme ils l'appelaient, loin au nord du comté. Mais cela faisait plus de 1000 ans qu'il n'y avait plus de roi, et même les ruines de Norferté au roi étaient couvertes d'herbe. Pourtant, on avait encore coutume de dire des hommes sauvages et des créatures mauvaises, comme les trolls, qu'ils n'avaient jamais entendu parler du roi, car les hobbits attribuaient toutes leurs lois essentielles au roi de jadis. Et d'ordinaire, ils les observaient de plein gré, car c'étaient les règles, comme ils disaient, aussi anciennes que justes. Il est vrai que la famille Took avait longtemps été prééminente, car la fonction de leur teigne leur était échue, des vieilles boucs, quelques siècles auparavant, et depuis, le Touk en chef avait toujours porté ce titre. Le teigne était à la tête des comices du comté et capitaine du rassemblement du comté et de la hobbiterie en armes. Mais comme le rassemblement et les comices n'étaient tenus qu'en situation d'urgence, ce qui n'arrivait plus jamais, la teignité avait cessé d'être autre chose qu'une simple dignité nominale. La famille Touk avait encore droit, cependant, à un respect tout particulier car elle demeurait à la fois nombreuse et extrêmement riche, et susceptible de produire, génération après génération, des caractères forts aux habitudes singulières et même un tempérament aventureux. Ces qualités, bien qu'encore tolérées chez les riches, n'étaient guère approuvées du plus grand nombre. Quant au chef de la famille, on continuait à l'appeler le Touk, comme c'était la coutume, tout en ajoutant à son nom un nombre si nécessaire, comme pour Isengrim II par exemple. Le seul véritable dignitaire en ce temps-là dans le comté était le maire de Grand Creuset, ou du comté proprement dit, élu tous les 7 ans à la foire libre qui se tenait sur les coteaux blancs au temps du lys, c'est-à-dire de la mi-été. En tant que maire, sa seule responsabilité, ou presque, était de présider les banquets donnés lors des jours fériés, lesquels étaient plutôt fréquents dans le comté. Mais les fonctions de maître de poste et du premier connétable se rattachaient au titre de maire. Aussi lui revenait-il d'administrer le service de la messagerie, de même que la garde. C'étaient là les seuls services du comté. Les messagers étaient les plus nombreux et de loin les plus occupés. Les hobbits n'étaient pas du tout des gens lettrés, n'étaient pas tous des gens lettrés, au contraire, mais ceux qui l'étaient écrivaient continuellement à tous leurs amis, et à certains de leurs parents, qui vivaient à plus d'un après-midi de marche. Connétable était le nom des hobbits donné aux leurs policiers, ou ceux qui s'en approchaient le plus. Ces agents ne portaient bien sûr aucun uniforme, une telle chose étant parfaitement inconnue, seulement une plume et leur casquette. Et en réalité, il s'agissait davantage de gardes ruraux que de policiers, plus préoccupés des bêtes égarées que des gens. Et il n'y en avait que 12 dans le comté, 3 par quartier, pour s'occuper de l'intérieur. Un corps nettement plus important de taille variable servait à battre les frontières afin de s'assurer que les gens de l'extérieur, quels qu'ils soient, grands ou petits, ne venaient embêter personne. Au moment où commence cette histoire, les gardes-frontières, comme on les appelait, étaient beaucoup plus nombreux que d'ordinaire. Bien des rumeurs et des plaintes faisaient état de personnes et de créatures étranges qui rôdaient le long des frontières ou qui les traversaient. Un premier signe que les choses n'étaient pas telles qu'elles auraient dû être. Il avait toujours été, hormis dans les contes et les légendes d'il y a fort longtemps. Bien peu de gens en s'en compte, pas même Bilbo n'avait encore idée de ce que cela laissait présager. 60 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait entrepris son remarquable voyage,
Il était vieux, même pour des hobbits, qui vivaient facilement jusqu'à 100 ans. Mais il lui restait encore une partie des richesses considérables qu'il avait rapportées, de toute évidence. Combien au juste, il ne le confia à personne, pas même à Frodo, son neveu préféré. Il gardait encore le secret de l'anneau qu'il avait trouvé. 4. De la découverte de l'anneau. Comme il est raconté dans le Hobbit, il se présenta un jour à la porte de Bilbo, le grand magicien Gandalf le Gris, et 13 nains avec lui. Nul autre en vérité que Thorin l'écu de chêne, descendant des rois, et ses 12 compagnons d'exil. Il prit la route avec eux, à sa grande surprise d'alors, par un matin d'avril de l'année 1341 qu'on put lui compter, en quête de fabuleux trésors. Ceux des rois sous la montagne, amassés par les nains dans les profondeurs de l'Erebor, au Val, loin dans l'est. La quête fut couronnée de succès, et le dragon qui gardait le trésor fut anéanti. Et bien qu'on ait dû, avant de triompher, livrer la bataille des 5 armées, où mourut Thorin, et où furent accomplis de nombreux faits d'armes, cet épisode n'aurait guère influencé l'histoire, ou mérité plus que quelques lignes dans les longues annales du Troisième Âge, n'eût été un accident qui se produisit en chemin. Leur groupe fut assailli par des orques dans un haut col des montagnes de brume qui devaient les conduire dans la contrée sauvage, de sorte que Bilbo se perdit quelque temps dans les ténèbres des mines orques, au cœur des montagnes. Et là, tandis qu'il tâtonnait vainement dans le noir, il posa la main sur un anneau qui gisait sur le sol d'un tunnel. Il le mit dans sa poche. On lui dit à ce moment-là un simple coup de chance. Cherchant la sortie, Bilbo descendit aux racines des montagnes jusqu'à ne plus pouvoir avancer. Tout au fond du tunnel s'étendait un lac froid, loin de toute lumière, et sur un îlot rocheux, au milieu des eaux, vivait Gollum, une hideuse petite créature. Il manœuvrait une petite barque en se servant de ses grands pieds plats, sondant l'obscurité de ses yeux pâles et lumineux, et attrapant des poissons aveugles avec ses longs doigts pour ensuite les manger crus. Il mangeait tout ce qu'il bougeait, même de l'orque, s'il pouvait l'attraper et l'étrangler sans avoir à lutter. Il était en possession d'un trésor secret qui lui était parvenu très longtemps auparavant, tandis qu'il vivait encore à la lumière. Un anneau d'or qui rendait son porteur invisible. C'était bien la seule chose qu'il aimait. Son trésor. Et quand il lui parlait, même quand il n'était pas avec lui. Et il le tenait caché et en sécurité dans un trou de son île, sauf quand il partait chasser ou espionner les orques des mines. Il eût peut-être attaqué Bilbo sans hésiter s'il avait eu l'anneau en sa possession quand ils se rencontrèrent. Mais il ne l'avait pas, et le hobbit tenait dans sa main un poignard elfique qui lui servait d'épée. Pour garder du temps, Gollum proposa donc à Bilbo de se prêter au jeu des énigmes. S'il posait une énigme que Bilbo ne pouvait deviner, lui dit-il, alors il le tuerait et le mangerait. Mais si Bilbo l'emportait sur lui, alors il ferait ce que Bilbo voulait. Il le conduirait à travers les tunnels vers une issue. Comme il était perdu dans les ténèbres, sans espoir, et ne pouvait ni avancer ni rebrousser chemin, Bilbo accepta le défi de Gollum. Et chacun posa à l'autre de nombreuses énigmes. Bilbo gagna la partie en fin de compte, plutôt par chance, semble-t-il, que par présence d'esprit, car il finit par ne plus savoir quelle énigme poser, et s'écria tandis que sa main se refermait sur l'anneau qu'il avait ramassé, puis oublié. « Qu'est-ce qu'il y a dans ma poche ?» À cela, Gollum ne put répondre, même en demandant 3 chances. Les autorités, il est vrai, diffèrent quant à savoir si cette dernière question était bel et bien une énigme, selon les règles strictes, plutôt qu'une simple question. Mais tous s'accordent pour dire que, après l'avoir accepté et tenter de deviner la réponse, Gollum est lié par sa promesse. Et Bilbo le pressa de tenir parole, car il lui vint à l'esprit que cette créature visqueuse pouvait se révéler fourbe, même si de telles promesses étaient tenues pour sacrées, et que tous, hormis les créatures les plus mauvaises, craignaient autrefois de les renier. Mais, après avoir baigné si longtemps dans les ténèbres et la solitude, le cœur de Gollum était noir et empreint de traîtrise. Il s'esquiva et retourna sur son île dont Bilbo ne savait rien, non loin dans l'eau sombre. Là, songeait-il, se trouva son anneau. La faim le rongeait à présent, la colère aussi, et une fois son trésor avec lui, il ne craindrait plus aucune arme du tout. Mais l'anneau n'était pas sur l'île, il l'avait perdu son trésor. Son trésor était parti. Bilbo eut froid dans le dos en entendant son cri déchirant, même s'il ne comprenait pas encore ce qui venait de se passer.
Gollum avait enfin sauté à la conclusion, mais trop tard. « Qu'est-ce qu'il y a dans ses poches » cria-t-il. Les yeux de Gollum brûlaient d'un feu verdâtre, tandis qu'il se hâtait de revenir pour tuer le Hobbit et récupérer son trésor. Bilbo comprit au dernier moment le danger qui le guettait et s'enfuit à l'aveuglette dans le passage qui l'avait conduit au lac. Et c'est alors que sa chance le sauva une fois de plus. Car au beau milieu de sa course, il mit la main dans sa poche et l'anneau se glissa discrètement à son doigt. Ainsi Gollum le dépassa sans l'apercevoir, et il s'enfuit guetter la sortie de crainte que le voleur ne s'échappe. Bilbo le suivit prudemment, tandis qu'il jurait et conversait avec lui-même au sujet de son trésor. Et de cette conversation, Bilbo déduisit à son tour la vérité, et il reprit espoir dans les ténèbres. C'est lui qui était tombé sur le merveilleux anneau, et il tenait là une chance d'échapper aux orques et à Gollum. Ils finirent par s'arrêter devant une ouverture invisible qui menait aux portes inférieures des mines, du côté est des montagnes. Là, Gollum s'accroupit, aux abois, flairant et écoutant, et Bilbo fut tenté de le tuer avec son épée. Mais la pitié retient son bras, et s'il conserva l'anneau dans lequel résidait son seul espoir, il ne voulut pas s'en servir pour poignarder cette misérable créature, alors sans défense. Enfin, rassemblant tout son courage, il sauta dans le noir par-dessus Gollum et s'enfuit dans le tunnel, poursuivi par les cris de haine et de désespoir de son ennemi. « Voleur, voleur, Besac, on le hait à jamais !» Or, fait curieux, cette histoire n'est pas celle que Bilbo rapporta tout d'abord à ses compagnons. Il leur raconta, en effet, que Gollum avait promis de lui faire un cadeau s'il gagnait la partie. Mais qu'en allant le chercher sur son île, Gollum s'était aperçu que le précieux objet avait disparu. Un anneau magique qui lui avait été donné il y a longtemps, le jour de son anniversaire. Bilbo comprit que c'était précisément l'anneau qu'il avait trouvé, et, puisqu'il avait gagné la partie, l'objet qui revenait déjà de droit. Mais comme il se trouvait en mauvaise posture, il n'en souffla mot à Gollum, et exigea, faute de cadeau, que Gollum lui montre la sortie en guise de récompense. Tel fut le récit que Bilbo consigna dans ses mémoires, et il semble ne l'avoir jamais modifié lui-même, pas même après le grand conseil d'Elrond. On le trouvait, encore à l'évidence, dans l'original du livre rouge, tout comme dans plusieurs copies et abrégées. Mais bien d'autres copies présentent la vraie histoire, comme variantes, sans doute tirées des notes de Frodo et de Sam Saget, qui apprirent tous deux la vérité, mais semblent n'avoir rien voulu exprimer qui soit de la plume du vieux Hobbit. Gandalf, pour sa part, douta du récit de Bilbo sitôt qu'il l'entendit, et il se montra toujours très curieux au sujet de l'anneau. Il finit par apprendre la vérité de la bouche de Bilbo, au terme de longues interrogations qui ébranlèrent leur amitié pendant un certain temps. Mais le magicien semblait attacher beaucoup d'importance à la vérité. Il ne le dit pas à Bilbo, mais il lui paraissait tout aussi troublant de constater que le bon Hobbit n'avait pas dit la vérité dès le début, ce qui était tout à fait contraire à ses habitudes. Reste que l'idée d'un cadeau n'était pas qu'une simple fantaisie hobbitesque. Elle lui a été suggérée, comme Bilbo le reconnut, par la conversation que tenait Gollum et que Bilbo surprit, car Gollum appelait bel et bien l'anneau son cadeau d'anniversaire, et ce à plusieurs reprises, un fait qui, aux yeux de Gandalf, semblait tout aussi étrange et suspect. Mais il ne découvrit pas la vérité à ce sujet avant de nombreuses années encore, comme on le verra dans ce livre. La suite des aventures de Bilbo ne nous concerne guère ici. Grâce à l'anneau, il échappa aux gardes orques de la porte et rejoignit ses compagnons. Il se servit de l'anneau à maintes reprises au cours de sa quête, surtout pour prêter main forte à ses amis, mais il leur cacha son existence aussi longtemps qu'il le put. De retour chez lui, il ne le mentionna plus jamais, sauf à Gandalf et à Frodo, et personne d'autre dans le comté n'en savait quoi que ce soit, ou du moins le croyait-il. Seul Frodo eut le privilège de voir le récit de voyage qu'il était en train d'écrire. Son épée, d'art, Bilbo la suspendit à sa cheminée. Quant à sa merveilleuse côte de maque, le cadeau des nains trouvait à même le trésor du dragon, il la prêta à un musée, à la maison des Mattoms de Grand Creuset en fait. Mais il gardait chez lui dans un tiroir la vieille cape et le capuchon défraîchi qu'il avait portés durant ses voyages. Et l'anneau, bien attaché à une chaînette, demeurait dans sa poche. Il retrouva Cul-de-Sac, son chez-soi. Le 22 juin de sa 52e année, 1342 comput du comté,
Et rien de bien remarquable ne se produisit dans le comté jusqu'à ce que M. Bezac entame les préparatifs de la fête devant célébrer son 111e anniversaire. 1401 du comput du comté. C'est alors que s'ouvre cette histoire. Note sur les archives du comté. À la fin du Troisième Âge, le rôle que jouèrent les hobbits dans les grands événements ayant mené à l'incorporation du comté au sein du royaume réuni éveilla chez eux un intérêt plus général pour ceux qui touchaient leur propre histoire. Et, nombre de leurs traductions, restées en grande partie orales, furent recueillies et mises par écrit. Les grandes familles s'intéressèrent également aux affaires du royaume dans son ensemble, et nombre d'entre eux en étudièrent son histoire et ses légendes anciennes. Dès la fin du 1er siècle du IVe âge, il existait déjà dans le comté plusieurs bibliothèques renfermant une multitude de livres d'histoire et d'archives de toutes sortes. Les plus vastes collections se trouvaient probablement à Sous-les-Tours, à Grand-Smial et à Castelbrandy. Le présent compte-rendu de la fin du Troisième Âge est tiré en grande partie du livre rouge de la Marche de l'Ouest. Cette source, des plus importantes pour l'histoire de la guerre de l'Anneau, tient son nom du fait qu'elle fut longtemps préservée à Sous-les-Tours, la demeure de Belenfant, gardien de la Marche de l'Ouest. Il s'agissait à l'origine du journal personnel de Bilbo, qu'il emportait avec lui à Fendeval. Frodo le rapporta dans le comté avec de nombreuses feuilles de notes éparses. Et en 1420-1421 du comput du comté, il en noircit presque toutes les pages, en rédigeant son compte-rendu de la guerre. Mais, annexé à ces documents et conservé avec eux, probablement dans un unique étui rouge, se trouvaient les 3 grands livres à reliure de cuir rouge que Bilbo lui avait offerts en guise de cadeau. À ces 4 volumes, on ajouta en Marche de l'Ouest un 5e livre comprenant des commentaires, des généalogies et divers autres textes au sujet des hobbits de la fraternité. L'original du livre rouge n'a pas survécu, mais de nombreuses copies, en particulier du 1er volume, furent préparées à l'usage des descendants des enfants de Maître Sapsaguet. La copie la plus importante n'est toutefois pas de cette origine. Conservée à Grand-Smial, elle fut néanmoins produite au Gondor, probablement à la demande de l'arrière-petit-fils de Pérégrine, et terminée en 1592 du comput du comté, 172 du IVe âge. Son scribe méridional y ajouta cette note. Fine de Gilles, écrivain du roi, acheva cette œuvre en 472. Il s'agit d'une copie exacte en tout point du livre de Taine conservé à Minas Tirith. Ce livre était lui-même une copie du livre rouge des Péréanates, fait à la demande du roi Élessar. Il lui fut apporté par le Taine Pérégrine lorsque celui-ci se retira au Gondor en 464. Le livre du Taine fut donc la toute première copie du livre rouge, et il contenait bien des choses qui furent plus tard remises ou perdues. À Minas Tirith, il fut abondamment annoté et reçut de nombreuses corrections, notamment en ce qui concerne les noms, les mots et les citations en langue elfique. Et l'on y ajouta une version abrégée des passages du conte d'Aragorn et d'Arwen, qui n'entrent pas dans le compte-rendu de la guerre proprement dit. Le récit est complet et attribué à Barahir, petit-fils de l'intendant Faramir, qui l'aurait composé quelque temps après la mort du roi. Mais si la copie de Fine de Gilles revêt une importance particulière, c'est surtout parce qu'elle est la seule à donner les traductions de l'elfique par Bilbo dans leur intégralité. Cette œuvre, en 3 volumes, composée entre 1403 et 1418, fait montre d'un savoir-faire et d'une érudition considérable, mettant à profit toutes les sources, vivantes ou écrites, dont l'auteur disposait à Fendeval. Mais puisque Frodo n'en fit guère usage, vu qu'elle se rapporte presque exclusivement aux jours anciens, nous n'en dirons pas davantage ici. Meriadoc et Pérégrine, qui prirent la tête de leur grande famille, n'empruntèrent pas moins leurs relations avec le Rohan et le Gondor. Aussi les bibliothèques de Fertébouc et de Tocquebourg renferment-elles bien des choses qui ne figurent pas dans le livre rouge. À Castelbrandy se trouvaient de nombreux ouvrages consacrés à l'Eriador et à l'histoire du Rohan. Certains d'entre eux furent composés par Meriadoc lui-même ou commencés par celui-ci, même si dans le comté, on se souvenait surtout de lui pour son herbier du comté et pour son comput des années dans lequel il comparait les calendriers du comté et de Brie, d'une part, avec ceux de Fendeval, du Gondor et du Rohan d'autre part. Il fut également l'auteur d'un court traité sur les mots et noms anciens du comté, s'attachant plus particulièrement à explorer la parenté qu'entretiennent la langue des Rohirrim, certains vocables du comté, tels le mot matom, et éléments anciens que se retrouvant dans les noms des lieux.
Les livres conservés à Gansmial, moins intéressants pour les habitants du comté, revêtaient néanmoins une plus grande importance historique. Aucun d'entre eux n'était à l'œuvre de Pérégrine, mais lui et ses successeurs réunirent de nombreux manuscrits de la main des scribes du Gondor, surtout des copiés ou des résumés de chroniques et de légendes se rapportant à Elendil et à ses héritiers. C'était le seul endroit du comté où se trouvait une documentation substantielle concernant l'histoire de Numénor et la venue de Sauron. C'est probablement à Gansmial que fut élaboré le Conte des Années, à partir de documents recueillis par Meriadoc. Bien que les dates fournies soient souvent hypothétiques, surtout pour le Deuxième Âge, elles n'en méritent pas moins notre attention. Il est probable que Meriadoc obtint de l'aide et des renseignements à Fendeval, où il se rendit plus d'une fois. Là, bien qu'Elrond fût parti, ses fils demeurèrent longtemps, avec quelques-uns de la jambe des Hauts-Elfes. Il est dit que Celeborn alla y demeurer après le départ de Galadriel, mais il n'est aucun souvenir du jour où il partit en quête des Havres Gris, et avec lui s'enfuit la dernière mémoire vivante des jours anciens en Terre du Milieu.